Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal. L'information locale ce mercredi, c'est la liberté sous contrôle judiciaire d'Ibrahim Bouanaheri. L'ancien maire de Tingoni est mis en examen, notamment pour chef de détournement de fonds publics. À 5 mois des élections législatives, peut-il maintenir sa candidature? La réponse dans cette édition. À suivre également cette bonne nouvelle pour la commune de Koungou. Un quartier du village de Majicavo-Koropa fera l'objet dans les prochaines années d'une rénovation urbaine. Les explications dans ce journal avec Pierre Bellucci. Et puis l'invité de la rédaction ce soir est de nouveau politique. Il s'agit de Jacques Martial Henry, candidat aux élections législatives dans la circonscription sud et qui a décidé de se présenter sans étiquette. Entretien à suivre au cours de ce journal. Merci d'être avec nous. Voici les titres. Depuis ce matin, certains osent parler de Bouanaheri Gate. En effet, après sa libération sous caution et son placement sous contrôle judiciaire, Ibrahim Bouanaheri est au centre des discussions. L'ancien maire de Tingoni risque gros, lui le candidat aux élections législatives. Retour sur cette affaire en ouverture de votre journal. Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier Majicavo-Koropa, ce matin le préfet, le maire de Koungou ou encore le président du conseil départemental ont signé un protocole de préfiguration. L'occasion d'entériner un projet au long terme qui doit permettre à ce quartier de changer durablement de visage. Explication. Ce matin, des élèves du lycée de Mamoudzou Nord ont eu la chance de rencontrer l'auteur de la saga Les Gardiens. Eyena Wolf, l'écrivaine de romans fantasy, a pu présenter aux lycéens son univers inspiré de la science-fiction. Retour sur une rencontre du troisième type à la fin de cette édition. Mais avant de développer ces titres, une information, cette disparition inquiétante, celle de Yasmine, 7 ans, les parents de l'enfant originaire du quartier Lazerevoni à Kaweni n'ont plus de ses nouvelles depuis 15 heures hier. La petite fille partie acheter des allumettes n'est pas revenue du magasin. Yasmine portait un bas bleu et un t-shirt jaune. En cas d'information, vous pouvez contacter le père de la jeune fille au 06 39 94 21 80 ou la police au 17. L'affaire Bouanaheri, désormais épisode 2, l'ancien maire de Tingoni mis en examen depuis hier dans le cadre d'une enquête d'attribution irrégulière de marchés publics. Il a bien fini par avouer une partie des faits qui lui sont reprochés. Longtemps après les avoir niés durant sa garde à vue, se pose désormais la question de sa candidature. Fraîchement investi par le MDM pour les législatives dans la circonscription sud, peut-il continuer dans ces conditions? Dans le cas centriste local, on serre les rangs. Leslie Vimenet. Libéré sous caution, Ibrahim Bouanaheri reste sous contrôle judiciaire. Nous le voyons ici sur ces images à la sortie du tribunal de grande instance. L'ancien maire de Tingoni, entouré de ses proches, affiche un air serein. Mais pour combien de temps? Après avoir été entendu par le juge d'instruction, les charges retenues contre Ibrahim Bouanaheri sont lourdes. Il est mis en examen pour chef de détournement de fonds, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des conditions à un marché public, de faux et usage de faux en écriture publique et de corruption passive dans le cadre d'une attribution irrégulière de marchés publics. Représentant du MDM aux prochaines élections législatives, le parti fait bloc derrière son candidat et ce malgré une situation embarrassante. C'est un coup dur pour le parti parce que ça vient polluer plus ou moins sa candidature. Mais nous faisons confiance en la justice et nous avons confiance en notre candidat. Donc, parce que la présomption d'innocence joue. Quand il est mis en examen, ça ne veut pas forcément dire qu'il est coupable. Donc, nous le soutenons jusqu'à preuve du contraire. Et nous faisons confiance à la justice pour élucider toute cette affaire. Quant à un éventuel retrait à la course à la députation d'Ibrahim Bouanaheri, toutes les pistes sont envisageables à moins de 5 mois du premier tour des élections législatives. S'il doit continuer ou pas, c'est au parti de décider et nous n'avons pas encore pris de décision quant à cette affaire, mais ça sera fait. Quand est-ce ? Je ne sais pas encore. Nous attendons un peu parce qu'on ne va pas prendre une décision à la hâte.
Donc on attend de voir et puis on décidera au moment venu. Selon nos informations, le comité directeur du MDM pourrait se rassembler dans les prochains jours afin de se préparer à toute éventualité dans un feuilleton bien indécis. Place à l'invité de la rédaction. Ce soir, je reçois Jacques-Martial Henry, candidat à la députation dans la circonscription sud. Bonsoir Jacques-Martial Henry. Bonsoir monsieur. L'affaire Bonaeri tout d'abord, une réaction? Vous savez, Bonaeri, c'est avant tout mon beau-frère. Je suis marié avec ma cousine à Tingoni. Bonaeri, c'est un cousin de sang. Donc, je suis attristé par cette affaire et je lui apporte tout mon soutien et ma solidarité en tant que beau-frère et en tant que membre de la famille. Pour vous, ce genre d'affaires ne porte pas préjudice justement à cette élection déjà? Oui, ce genre d'affaires porte toujours atteinte à un élan d'une personne qui s'engage dans la politique. On dit que le pouvoir judiciaire, mais aussi médiatisé, est de nature à imposer une personne ou à empêcher en tout cas quelqu'un d'accéder à un titre ou à un pouvoir. C'est un véritable, la justice médiatique, c'est un véritable pouvoir. Alors on va parler également de votre candidature. Vous êtes candidat pour la circonscription sud. Ibrahim Bonaeri fait partie de vos adversaires à l'heure actuelle. Vous étiez un ancien du MDM, aujourd'hui vous avez décidé de faire la course seul. Pourquoi ce choix tout d'abord? Je suis membre fondateur du MDM en 2000, lorsque le MDM a été créé. Nous avons créé ce parti, nous étions présents et je remarque qu'aujourd'hui, presque toutes les personnes qui ont créé ce parti ne sont pas celles qui figurent dans le conseil d'administration. La philosophie du MDM, c'était de lutter contre les accords sur la collectivité départementale. Parce que, d'ailleurs, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est des éléments que nous avons dénoncés depuis à cette époque-là. Donc, être un MDM, c'est un esprit. Être un MDM, c'est une conviction. Et je constate tout simplement qu'il y a des éléments qui portent aujourd'hui juste le nom, mais la philosophie de ce parti, ils ne connaissent pas du tout. Alors, Jacques-Martial Henry, député, deux priorités que j'ai pu lire ici et là, l'imposition à caractère confiscatoire et la lutte contre la vie chère. Comment cela, vous comptez le mettre en place? Vous savez, s'agissant de l'imposition à caractère confiscatoire, nous sommes la collectivité au sein de la République française qui est touchée par la pauvreté et dans laquelle la population paye plus d'impôts. Je vais vous donner l'exemple de la fiscalité locale de droit commun qui a été mise en place récemment. Il se trouve que les Mahorais payent 2 fois l'impôt. Non seulement le taux est le plus élevé parce que la référence cadastrale en France date d'il y a plus de 30 ans, presque 40 ans, et qu'à Mayotte, c'est juste récemment qu'on se réfère pour pouvoir taxer les Mahorais. Et ça, les Mahorais payent 10 fois plus la fiscalité locale que dans les autres départements. Deuxièmement, nous payons 2 fois la fiscalité locale de droit commun parce qu'on a mis en place ce qu'on appelle l'octroi de mer interne. Il y a l'octroi de mer externe et l'octroi de mer interne. Pour moi, l'octroi de mer interne, c'est une véritable taxe sur la valeur ajoutée. Parce qu'en France, par exemple, et dans les autres départements, la taxe sur la valeur ajoutée est versée directement dans le compte de l'État. Or, l'octroi de mer interne à Mayotte est versé dans le compte des communes. C'est-à-dire les Mahorais payent 14 fois plus la fiscalité locale de droit commun. C'est les Mahorais qui payent les dérapages des gestions des collectivités locales, notamment les communes et le conseil départemental. Et je trouve ça
inadmissible. Deuxièmement, s'agissant de l'affaire concernant la vie chère, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Nous avons eu un candidat, Gwanali, qui était candidat et qui disait qu'il allait lutter contre la vie chère. La vie chère, c'est une réalité. C'est une réalité et que cette vie chère a été aussi causée par les décisions qui sont prises au conseil départemental. Vous savez, cet octroi de mer interne, lorsque vous allez à Mtsamoulou, où vous achetez une tonne de gravier à 52 euros. 52 euros la tonne. À Mtsamoulou, et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il n'y a que les Mahorais qui achètent des gravats pour la construction. Il n'y a que les Mahorais qui construisent ici. Les fonctionnaires qui viennent ici ne construisent pas. Les étrangers qui sont ici, notamment les Anjouanais et autres, ne construisent pas. Donc, il n'y a que les Mahorais qui sont condamnés à payer cette fiscalité qui est très chère. Pardon, Jacques-Marcel Henry, mais comment comptez-vous mettre en place, avec quel groupe comptez-vous mettre en place justement ce genre de projet? On ne sait pas pour qui vous allez voter, notamment pour les élections présidentielles. Pour les élections présidentielles, je l'ai bien déclaré. Moi, je soutiens, ça fait déjà plus de 6 mois que nous sommes en entretien avec nos réseaux qui soutiennent Emmanuel Macron. Je soutiens Emmanuel Macron clairement. Pourquoi je soutiens Emmanuel Macron? Parce que il dit clairement centre, gauche et droite en marche. C'est-à-dire nous devons privilégier des projets et non pas être cantonnés par des phénomènes, par exemple liés à l'immigration clandestine. Je crois que l'immigration clandestine, c'est une priorité. L'État doit mettre en place les moyens nécessaires pour éradiquer ce phénomène, y compris les maires et le président du conseil général. Parce que les personnes qui viennent ici clandestinement, s'ils n'avaient pas des terrains qu'ils occupent illégalement, si jamais on éradiquait ce phénomène, il n'y aurait pas de clandestins sur ce territoire d'une manière exagérée. Et que je crois que nous devons privilégier les projets. Chaque candidat vient ici pour parler de l'immigration clandestine. Je crois que cette question doit être résolue d'une manière stricte par les autorités. L'immigration clandestine, donc votre priorité, si j'ai bien compris. Pour l'immigration clandestine est préalable à tout. C'est le phénomène qui déstabilise considérablement cette île. Et ce phénomène est soutenu par les maires et le président du conseil général aujourd'hui, parce que tous les terrains occupés par ces Anjouanais qui viennent ici illégalement, ce sont des terrains qui appartiennent aux communes, à la collectivité ou à l'État. Mais pardon, Jacques-Marcel Henry, vous faisiez pourtant partie du conseil général. C'est une bonne question. Je n'ai jamais été président du conseil général, je n'ai jamais été maire. Il n'y a que le président du conseil général et les maires qui sont habilités à engager juridiquement et financièrement les collectivités locales. Les Mahorais doivent connaître le fonctionnement des institutions. Quand vous êtes vice-président, ce rôle ne vous autorise pas à engager le conseil général. J'ai été certes vice-président du conseil général. Parfois, vous êtes écouté, parfois, vous n'êtes pas écouté. Pourquoi aujourd'hui, il y a toujours des problèmes entre les maires et les adjoints, entre les maires et le conseil municipal, ou entre le président du conseil général et les mêmes membres qui composent leur majorité? C'est parce que vous êtes dans une même majorité et vous n'êtes pas écouté. Vous n'êtes pas écouté parce que vous n'avez pas un projet commun ou parce que lorsque vous avez eu le pouvoir, vous n'écoutez pas les autres. Donc, je n'ai jamais été maire, je n'ai jamais été président du conseil général et que ce sont les maires et le président du conseil général qui sont les responsables de ce phénomène. Lorsque le maire de Ouangani a voulu éradiquer ces parcelles qui ont été occupées illégalement par ces Anjouanais, il y a eu un résultat. Donc, il faut vraiment que les maires et le président du conseil général fassent leur travail. Merci, Jacques-Marcel Henry, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Autre chapitre social, une question
La grève au sein du quincailler Balou va-t-elle enfin trouver une issue? 2 mois après le début du conflit, salariés et direction cherchent à sortir de cette crise, mais restent pour l'heure campés sur leur position. Depuis samedi dernier, les discussions ont bien repris entre les deux parties. Plusieurs protocoles ont été proposés de chaque côté. Ce matin, le directeur financier et l'avocat de la société tenaient une conférence afin d'évoquer cette situation inédite devant la presse. Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Mahmoud Ali Azad et Mansour Kamardine avaient donné rendez-vous à la presse ce matin. Objectif, évoquer cet interminable mouvement de grève et alerter sur une situation financière jugée critique par la direction. La situation de la société, elle est un peu critique. Je dirais critique tout simplement parce qu'on est un peu dans l'expectative, parce que depuis la réunion du samedi 4, on était plus ou moins confiants à la sortie, on pensait que les salariés allaient reprendre le travail, mais par la suite il y a eu silence radio. Et là, plus les jours passent, plus le compte plonge. En fait, c'est ça, et tous les jours, on a peur. Voilà. Donc, un plan de redressement de sauvegarde est à étudier, est à l'étude. Et puis, on va voir avec les experts pour pouvoir évaluer, parce que là, il y a des écritures et des saisies qui ne sont pas intégrées dans l'informatique. Donc, une fois que tout sera fait, on va voir les dégâts qui sont causés. Si les représentants syndicaux entendent les propos tenus par la direction, ils continuent néanmoins à réclamer les bilans financiers de l'entreprise. À l'heure où je vous parle, on a une société qui a été créée dans les années en 2000, qui aujourd'hui on est en 2016, et quand on s'adresse au tribunal de commerce, il n'y a que le bilan de 2012 à 2013. Aujourd'hui, on n'a pas les bilans de la société et on refuse de croire à la difficulté d'une telle société. Parce que la question qu'on peut se poser, pourquoi les bilans ne sont pas déposés au tribunal de commerce? Qu'est-ce que l'entreprise a caché? Deuxième lecture, quand on regarde, on écoute les salariés et en parlant de la fréquence de rentrée et de sortie des marchandises, l'entreprise n'est pas à se plaindre. Samedi, la réunion n'aura pas permis aux deux parties de s'entendre. Pire, Safdar Balou aurait évoqué le licenciement de 12 salariés et la liquidation de l'entreprise pour en créer une nouvelle. Des informations que réfute le directeur financier qui veut croire à une fin de conflit rapide, permettant aux négociations de reprendre progressivement. Je pense qu'il est encore possible de sauver l'entreprise si le travail reprend immédiatement et avec en suspens les points de blocage dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on met les 2 points de revendication sur lesquels nous ne pouvons pas donner une suite favorable. Il faudrait pour ça patienter déjà dans un premier temps. Donc il faut qu'il fasse un petit sacrifice à ce niveau-là et qu'on reprenne l'activité le plus rapidement possible, là tout de suite. Là. Voilà. Et là peut-être qu'on pourra un petit peu remonter. Problème, les salariés ne l'entendent pas de cette oreille. En effet, après 2 mois de grève, ils réclament toujours un 13e mois, des tickets restaurants et une hausse des salaires. Mais aussi et surtout, la présence du directeur général lors des prochaines négociations. On est confiant en espérant que l'employeur accepte réellement d'ouvrir des vraies négociations pour qu'enfin nous puissions sortir de ce conflit. La difficulté qu'on a depuis le 6 décembre, c'est que depuis 2 mois de grève, l'employeur ne s'est pas présenté, c'est-à-dire le directeur qui peut engager la société ne s'est pas présenté à la commission de conciliation de conflit. Il n'a vu les salariés après 2 mois de grève que samedi. C'est la première fois depuis 2 mois qu'il accepte de les rencontrer. Les autres fois, il se faisait toujours représenter par quelqu'un. Donc tant qu'il n'acceptera pas ses responsabilités et qu'on se mette autour d'une table pour ouvrir des vraies négociations, nous ne pourrons pas signer ce protocole de fin de conflit parce qu'il est le seul à pouvoir engager la société. En clair, le conflit est encore loin d'être résolu. A noter que la CGT s'est réunie en commission exécutive et a décidé d'allouer un fonds de solidarité financier pour venir en aide aux salariés en grève et donc privés de rémunération depuis plus de 2 mois. Autre titre ce soir, sans doute cette très bonne nouvelle pour la commune de Koungou. Le nouveau visage d'un des quartiers du village de Majicavo, Koropa, pourrait bientôt voir le jour dans les 10 prochaines années. C'est dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain que le lieu a été retenu parmi les 200 quartiers d'intérêt national par l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Ce matin, un protocole de préfiguration du projet a été signé entre l'État, la commune et le département. Durant les 2 prochaines années, l'endroit fera l'objet d'un diagnostic territorial et de nombreuses études. Un programme très ambitieux grâce notamment à la participation citoyenne. Les explications d'Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Adèle Laurent.
Ce n'est qu'une première étape, mais elle est ô combien importante. Ce matin, les différents acteurs concernés par la rénovation urbaine étaient tous présents à la mairie de Koungou. Le préfet Frédéric Vaux nous en dit plus sur la signature de ce protocole de préfiguration. C'est un partenariat à la fois entre la commune, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, qui est une agence de l'État, le département, pour travailler à la définition du projet de rénovation du quartier de Majicavo-Koropa, avec à la fois une dimension logement, de réhabilitation d'habitat indigne, une dimension d'accompagnement social et une dimension également plus économique pour mettre de l'activité dans le quartier. Au cours des 2 prochaines années, un chantier considérable attend les protagonistes de ce projet. En effet, le travail d'étude et de diagnostic est immense et ne date pas d'hier. Ça fait 1 an depuis qu'on travaille dessus et depuis 1 an, personne n'y croyait qu'on allait signer ce protocole d'accord. Mais on a une directrice de projet qui est formidable par rapport à ce projet-là. C'est ça qui a fait qu'on a pu aussi, il y a l'implication de la municipalité et de la population. Alors c'est un dynamisme, c'est des encouragements, une volonté de vouloir faire et de voir changer la vie quotidienne. Alors ces gens-là se sont impliqués. Aujourd'hui, on en est là. Ce n'est qu'une première étape, hein. Vu les difficultés qu'il y a, d'ici une dizaine d'années, on va essayer de rénover et changer tous les bangas en tôle, c'est ce qu'on espère, et désenclaver le quartier et aussi amener beaucoup d'activités dans cet quartier de Majicavo-Koropa. Les objectifs sont en réalité nombreux. Désenclavement du quartier, construction de nouveaux logements, développement de l'attractivité commerciale et touristique du quartier, offre d'équipements et de services publics, à rayonnement communal et intercommunal. La liste est longue, même si l'une des priorités reste aussi et surtout d'impulser des leviers pour l'emploi, bénéficiant à la population et notamment aux jeunes. Nous allons entrer dans une phase de préparation du projet qui se déroulera ensuite sur une dizaine d'années. Il est clair que ici à Mayotte et plus particulièrement à Majicavo-Koropa, qui est un quartier jeune, la jeunesse est un enjeu tout particulier. C'est un enjeu à la fois en termes de scolarisation, de formation, d'insertion et d'accompagnement vers l'emploi. Montant global des premiers projets actés, 1 860 000 €. À noter que 2 autres sites ont également été retenus sur Mayotte, à savoir la Vigie et Kaweni. Les choses avancent donc et la prochaine étape est prévue fin 2018. Date de concrétisation des opérations d'aménagement définies durant ce protocole de préfiguration. Le plus d'informations avec Pierre Bellucci, rédacteur en chef de KTV. Bonsoir Pierre. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Alors ce renouvellement urbain, qu'est-ce que cela représente pour la commune de Koungou ? C'est le changement radical de visage du quartier, mais c'est vrai que vous disiez tout à l'heure bientôt, dans 10 ans. Alors c'est vrai que c'est à la fois très proche, et si on pense au long terme, mais c'est à la fois dans très longtemps. Effectivement, et on le cesse de le répéter chaque jour, Mayotte a besoin de mesures rapides, concrètes, pour faire changer les choses. Maintenant, c'est un plan qui entre effectivement dans un cadre national. C'est notamment avec l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Ce n'est pas le seul quartier. On sait que d'ailleurs Kaweni a un petit peu d'avance, puisque justement la préfiguration, elle est déjà en marche, la signature est déjà actée. On est déjà dans la phase suivante, qui est une phase très importante, puisque c'est celle des études, c'est celle effectivement des diagnostics sur le terrain. Et c'est ce qui va se passer maintenant. Ça va prendre beaucoup de temps, mais ça va être une révolution parce qu'on va vraiment pouvoir penser le futur de Mayotte et le futur des quartiers, des communes et des villages de l'île. Donc c'est vraiment extrêmement important ce qui se passe là. Alors là, on est sur de la signature, on gratte sur du papier, mais c'est vraiment l'avenir qui est en train d'être pensé, et c'est maintenant que c'est important de le penser, et c'est maintenant qu'il est important que chacun amène sa pierre à l'édifice, et notamment, c'est ce qui est intéressant avec ces plans de rénovation urbaine, c'est que la population est clairement impliquée, notamment les conseils citoyens. Alors, après Kaweni, après la Vigie, assistons-nous justement à un nouvel ère urbain pour notre département.
Oui, c'est indispensable. Effectivement, lorsque on voit ces quartiers entiers, l'objectif c'est aussi de lutter contre l'insalubrité, de l'éradiquer. Lorsqu'on voit ces quartiers, souvent, comme c'était dit tout à l'heure, avec des habitations illégales, c'est aussi l'objectif, c'est de faire pousser des logements sur ces terrains qui bien souvent appartiennent à la commune ou appartiennent au département ou à l'État. Donc l'objectif c'est de faire en sorte que ces quartiers soient enfin des quartiers dignes de ce nom, que ce ne soit plus avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire qu'il faut penser aux enfants, il faut penser à la jeunesse. Quand je dis aux enfants, c'est vous pensez à des crèches, il faut penser, il faut vraiment faire en sorte que ces parcelles de vie, parce que c'est ça, soient les plus à même de correspondre au quotidien des gens qui vivent, et ils sont très très nombreux. Alors un dernier mot, Pierre, qui va dans le sens justement de cette bonne nouvelle, la loi égalité réelle, validée par la commission du mix paritaire. Un communiqué vient d'être publié par le comité de suivi. Oui, effectivement, un communiqué nous est parvenu il y a de cela quelques heures. Le comité de suivi qui se félicite, bien entendu, de l'adoubement de cette loi qui avait déjà été adoptée par le Sénat. Adoubement et donc les amendements qui étaient prévus sont entérinés. En tout cas, on tout laisse à penser que la loi va être adoptée très prochainement de manière définitive et qu'ensuite ça va entrer en vigueur. Ce qu'il faut relever dans ce communiqué, ce qui est important, et ça va aussi dans le sens de ce qu'on disait juste avant, c'est que pour que Mayotte avance, il faut absolument qu'il y ait une sorte de consensus et que chacun aille dans la même direction. Et c'est vraiment ce qui est relevé dans ce communiqué, puisque tous les élus qui se sont réunis, alors on pense au président de l'association des maires, au président du conseil départemental, les députés, les sénateurs, tous se sont unis pour faire front et dire nous voulons que cette loi reste en l'état. Il faut qu'elle soit adoptée comme ça parce qu'il y a effectivement des amendements qui sont cruciaux pour le département. On pense au recensement annuel, on pense à la régularisation foncière, à la baisse de la valeur locative. Donc effectivement, ils ont fait front ensemble, ils ont été unis, ils ont parlé d'une même voix et ça a fonctionné. Ils ont été entendus et ça, c'est vraiment très très important. C'est vraiment ce qu'il faut relever et ça s'applique effectivement aussi au renouvellement urbain. Il faut arrêter il faut vraiment faire en sorte que la politique politicienne ne prenne plus le dessus sur l'intérêt général. Mais l'unité, merci Pierre Bellucci. Merci d'être avec nous au menu de la fin de votre journal, une spécialité culturelle. Nous irons à la découverte d'Eliana Wolf, auteure fantastique partie à la rencontre d'une classe de seconde du lycée de Mamoudzou. Mais avant, petit tour d'horizon de l'actualité, en bref, signé Pierre Bellucci. Hier, une nouvelle opération judiciaire a été menée à Tanafou. 130 policiers et gendarmes ont été mobilisés afin de procéder à plusieurs arrestations ciblées. Selon les premières identifications, sur les 14 individus interpellés, au moins 12 sont rattachés à d'importants faits de délinquance. Vol aggravé, cambriolage en bande, recel, port d'armes. Certains collectionnent les délits. Seuls 2 d'entre eux ont d'ailleurs été relâchés. 4 individus doivent être déférés ce jour et pourraient ainsi terminer leur course à Magicavo. La prise est donc excellente, d'autant que plusieurs coupeurs de route ont été mis hors d'état de nuire lors des dernières 48 heures. Néanmoins, nombre d'entre eux courent toujours et les autorités continuent donc leurs recherches afin de stopper définitivement ce dangereux fléau. Si la saison des pluies devrait s'installer début mars, la gronde face à la pénurie d'eau ne faiblit pas pour autant. À ce titre, une délégation des membres du comité de lutte contre le manque d'eau a été reçue lundi par le préfet. Anchiabamana Atoumani Aruna ou encore Ouseni Balahachi ont ainsi pu faire part de leurs craintes et de leur mécontentement face à une situation qui n'a que trop duré. Et si le comité attendait beaucoup de cet échange, Ouseni Balahachi en est ressorti frustré et explique que des bouteilles d'eau seront distribuées aux enfants par chaque mairie, mais pour combien de temps ? Le problème reste encore à résoudre dans sa globalité, car le compte est encore loin d'y être et l'enveloppe de 500 000 € accordée par le gouvernement risque d'être rapidement épuisée. Ce matin, les enseignants du lycée de Chirongui ont quant à eux débrayé le temps d'1 heure. Objectif alerté face aux conditions d'accueil déplorables auxquelles doivent faire face élèves et professeurs et réclamer que des mesures urgentes soient prises pour que les cours soient assurés dignement. Deuxième cas de tuberculose décelé en quelques jours dans un établissement scolaire de Lille. En effet, après Dzoumognier,
Une lycéenne de Sada vient elle aussi d'être diagnostiquée porteuse de la maladie. Actuellement au CHM pour y recevoir des soins, l'élève ne fréquente plus l'établissement depuis le 9 décembre dernier. Les risques de contamination sont donc minimes, mais l'affaire a de quoi inquiéter. À ce titre, ses camarades de classe seront dépistés au CHM prochainement, tandis que les professeurs pourront également bénéficier de ce dépistage en se rendant au centre de consultation de Jacaranda. Du côté des syndicats et notamment du SNES, ces deux cas inquiètent au plus haut point, car au-delà des risques sanitaires, c'est aussi et surtout le manque de communication qui est aujourd'hui pointé du doigt par les représentants syndicaux. Le SNES exhorte ainsi le vice-rectorat à faire toute la lumière sur ces deux cas et demande qu'une information complète soit adressée à la communauté éducative du département. Partons maintenant à la découverte d'un monde fantastique avec Eliana Wolf, auteure de la saga Les Gardiens, dont le tome 1 intitulé Neila est paru en septembre dernier. Elle est actuellement à Mayotte. L'écrivaine offre à ses lecteurs un univers imaginaire rempli de magie et de surnaturel. Ce mercredi, la romancière est partie à la rencontre d'une classe de seconde du lycée de Mamoudzou, au grand bonheur des élèves présents. Et parmi ces élèves figurait Adèle Laurent. Cette année, les élèves de seconde de la classe de Madame Moutama étudient en cours de lettres modernes le réalisme, le naturalisme et le métier de romancier. C'est donc tout naturellement que leur professeur a décidé de mettre en place une rencontre avec une auteure contemporaine. Le métier de professeur de lettres est avant tout d'ouvrir le goût à la lecture. Donc pour moi, il était évident de montrer aux élèves un roman qui est autre que du réalisme ou du naturalisme, qui date du 19e siècle, et leur montrer un roman actuel qui puisse les intéresser avec de la fantaisie, forcément, où ils se reconnaissent avec les jeux vidéo de nos jours. Illustration, bande dessinée, films, séries, jeux vidéo. La fantaisie est effectivement utilisée dans de nombreux domaines et fait partie des littératures de l'imaginaire. Et pour Eliana Wolf, il est nécessaire de montrer aux élèves d'autres genres littéraires que ceux étudiés en classe. Je trouve ça important déjà de partager ma passion de l'écriture et du fantasy, mais parce que je veux montrer. Les élèves souvent ont du mal avec la lecture, ils étudient en classe des livres de grande littérature. C'est pas toujours ce qu'on préfère à lire. Je veux leur montrer en fait qu'il y a autre chose. Le fantasy, c'est le rêve. Ils connaissent les jeux vidéo, ils connaissent les films. Et justement, en leur présentant ce monde, je veux susciter peut-être l'envie chez eux, l'envie de lire et peut-être pour certains d'écrire. Et sa passion, Eliana a effectivement su la communiquer aux jeunes élèves ce matin. J'ai appris beaucoup de choses et on a vu son tome 1, Les Gardiens, son livre, que c'est imaginaire et qu'on peut créer notre propre monde. Ça fait du bien parce que, on voudrait être comme ça. C'est fou, c'est merveilleux parce que ça incite aussi les jeunes à devenir comme elle. Elle a traversé beaucoup d'épreuves pour arriver à faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Ce qu'elle a rencontré depuis sa jeunesse, qu'elle a commencé depuis l'âge de 12 ans et qu'elle a su dessiner, qu'elle a pu garder jusqu'à aujourd'hui alors qu'elle a plus la trentaine. C'est ça qui est fou dans l'histoire. Je voudrais bien rencontrer Molière, mais il n'est pas là aujourd'hui. Puis à son âme. À défaut de rencontrer Molière, les lycéens auront eu la chance d'échanger avec cet auteur de romans fantasy. Et pour les lecteurs d'Eliana Wolf, il est à savoir que le 2e tome des Gardiens est à paraître prochainement. Quant au 3e tome, il est en cours d'écriture et l'auteur dit avoir trouvé une inspiration dans sa découverte de l'île aux parfums. Un roman de science-fiction avec un bout de Mayotte à l'intérieur, affaire à suivre. Impatient de voir ça. Avant de refermer cette édition, je vous rappelle cette information, la disparition de Yasmine, 7 ans, originaire du quartier Lazerevoni à Kaweni. Ses parents n'ont plus de nouvelles depuis hier 15h. La petite fille portait un bas bleu et un t-shirt jaune. En cas d'information, vous pouvez contacter le père au 06 39 94 21 80 ou la police au 17. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information revient demain dès 6h. Retrouvez le journal radio de Pierre Bellucci suivi de la matinale. Je vous donne rendez-vous quant à moi à 19h pour une nouvelle page d'information. Excellente soirée à tous.